Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christophe Oberlin. Bonjour Christophe. Bonjour Raphaël. Alors merci d'être venu à notre rencontre aujourd'hui pour parler de plusieurs sujets, puisque tu viens de revenir il y a 3 semaines d'un voyage à Gaza, dont nous allons parler juste après. Nous allons bien sûr évoquer la flottille de la Liberté 3, donc une flottille humanitaire qui avait pour destination Gaza. Et surtout la raison principale de ta venue aujourd'hui, c'est pour qu'on parle ensemble de ce livre. Donc quelle est la blancheur de vos blancs et la noirceur de vos noirs, pour en finir avec les races humaines, sorti chez Edilivre. Donc c'est un livre qui se lit assez rapidement, même si c'est des sujets assez, parfois un petit peu scientifiques, donc il faut suivre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? On va parler d'abord de ce livre quand même. Il m'a semblé que dans le discours antiraciste, quelle que soit la bonne volonté des antiracistes, il manquait toujours des bases scientifiques. Je me suis aperçu que même les plus chevronnés, eh bien, à certains moments donnés, n'avaient pas le raisonnement correct. Et en gros, il y a une confusion entre le socioculturel et le scientifique. C'est-à-dire qu'au fond, les races, on est tous égaux, vous voyez, donc voilà. Mais ça, c'est du socioculturel, c'est du droit, c'est un vœu. C'est un vœu militant, mais en amont, la base scientifique de la non-existence des races, eh bien, il y a très peu, finalement, de personnes qui sont capables d'en parler, et même dans les historiens des sciences, parce qu'il faut avoir un petit peu de connaissances de médecine, un peu de génétique, un peu d'histoire, et finalement, rares sont les personnes qui réunissent toutes ces compétences. Et on voit encore aujourd'hui, et certains diraient même de plus en plus, eh bien des absurdités. Et il y a même une espèce de néo-raciologie, comme il y a des néo-conservateurs, des néo-républicains, des néo tout ce qu'on veut. Il y a des néo-raciologues aujourd'hui. D'accord. Et notamment dans le livre, c'est vrai que c'était étonnant. Tu parlais d'un ouvrage écrit par plusieurs auteurs du CNRS. Et qui validait d'un certain nombre de points de ce qu'on appelle la théorie des races. Absolument. Encore aujourd'hui, si on prend dans la presse, même dans la presse scientifique, des articles avec le mot-clé race, on tombe sur des absurdités, y compris de la part de personnes qui sont manifestement de bonne foi. Donc ce livre n'est pas un bouquin militant, c'est un bouquin strictement scientifique qui montre, je ne dirais pas qui démontre, parce que c'est facile à démontrer, mais qui montre que sur le plan scientifique, la notion de race humaine est une notion absurde. Ça n'existe pas, c'est complètement faux. Alors après, on peut aller même jusqu'au niveau juridique. Dans les lois, la discrimination au nom de la race est interdite. Effectivement, c'est une bonne chose d'interdire la discrimination, en tout cas de la sanctionner, mais quand il y a écrit dans un texte juridique au nom de la race, eh bien ça accrédite l'idée que les races humaines existent, et là les juristes ont encore à faire beaucoup de travail pour éliminer ce mot, tout en protégeant les citoyens de la discrimination. Alors je vais me faire l'avocat du diable, et pourtant il y avait quand même bien des blancs, et il y a quand même bien des noirs. Alors voilà, c'est effectivement la bonne attaque, parce que lorsqu'on demande à quelqu'un c'est quoi une race humaine, eh bien on prend des exemples, comme vous venez de le faire. Il y a bien des blancs, je vois bien la différence, etc. Moi je ne suis pas noir. Voilà, et donc effectivement, en plus, les Occidentaux déterminent la notion de race par rapport à eux-mêmes, ce qui n'est pas eux est étranger, et donc c'est une autre race. Alors, pour dire les choses clairement, une race, eh bien, une race animale, eh bien, par exemple, ce petit chat, vous voyez, il a une queue qui est longue, il a un poil qui est d'une certaine sorte, et on a abouti par une sélection avec une idée prédéterminée qui est d'avoir des chats qui ont cette couleur d'yeux, qui ont cette forme d'oreille, qui ont cette forme de queue. On a pris dans une population de chats ceux qu'on voulait sélectionner, les critères qu'on voulait sélectionner, et puis à la génération suivante, on a éliminé ceux qui étaient différents, et puis finalement, au bout d'une dizaine ou d'une quinzaine de générations, on aboutit à des chats qui tous, de père en fils ou de mère en fille, je ne sais pas, eh bien, présentent des caractères prédéterminés. C'est ce côté prédéterminé, c'est ce projet qui fait la race. Donc la race animale, c'est une détermination de l'homme avec un projet. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, réflexion, ils sont noirs, etc. Cette notion scientifique de l'absence de race humaine,
Ça ne veut pas dire, évidemment, que tous les individus sont identiques. Les individus sont tous différents. Et ils sont même tellement différents les uns des autres que mettre une barrière raciologique entre deux groupes d'individus est strictement impossible sur le plan scientifique. Et c'est là la partie du livre, à mon avis, la plus importante, parce que très peu de personnes ont ce raisonnement, et notamment les médecins. Il y a un certain nombre de perles que j'ai recueillies au cours de ma carrière dans le milieu médical et même dans le milieu universitaire, qui montrent à quel point les médecins ne sont pas au point sur ces questions. Ce qui est très important, c'est le système des classifications. Qu'est-ce qu'une classification? Une classification doit être pertinente. Lorsque vous me dites, bah oui, les Africains, ils sont noirs. Bon, mais, et c'est le titre de mon bouquin, quelle est la noirceur de vos blancs et la noirceur de vos noirs et la blancheur de vos blancs? C'est-à-dire que dans une classification scientifique, eh bien, on doit être capable de donner les critères de cette classification. Et cette classification, elle doit être fiable, c'est-à-dire que deux personnes différentes qui vont avoir à classer des objets vont les mettre dans les mêmes cases. Vous voyez? Et elle doit être exhaustive, c'est-à-dire que si la moitié de la population ne peut pas être classée dans votre classification, c'est qu'elle n'est pas bonne sur le plan scientifique. Et donc c'est ce système des classifications qui est expliqué dans le livre. Il faut utiliser même les mêmes critères. Et l'exemple le plus stupide, mais en même temps le plus numériquement présent, c'est la classification ethno-raciale aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on vous fait une classification où il va y avoir les Caucasiens. Alors là, j'ai un chapitre sur les Caucasiens. C'est une véritable forfaiture, l'histoire du Caucasien. C'est un des premiers chapitres. Hein. Oui, bah, disons que c'est un peu l'accroche du bouquin. C'est encore le mot qui est utilisé, qu'on ne veut pas dire blanc, on dit Caucasien. Bon, c'est complètement absurde sur le plan historique et scientifique. Je le raconte dans le livre. Mais dans cette classification aux États-Unis, alors il y a le Caucasien, sous-entendu le blanc. Quelle est la blancheur? On ne sait pas très bien. Et puis, il y a le noir africain. Alors là, c'est la couleur de la peau. Quelle est la noirceur? Africain? Ah bon, parce que le noir du sud de l'Indien, là, qui est la couleur de cette table, vous allez le mettre où? Ah. Et l'Indien aborigène? Alors l'aborigène, là, on parle dans les natifs. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire que les natifs? Et puis, il y a les hispaniques. Hispanique, c'est une langue. Alors, vous avez un groupe où il va y avoir la couleur de la peau, l'origine du Caucase, la langue, et à la limite, on peut être à la fois noir, arabe, hispanisant, que sais-je. Voyez. Donc, bien entendu, dans une classification, il faut utiliser des critères qui soient exclusifs les uns des autres et qui soient de même nature. Et donc, cette classification ethno-raciale aux États-Unis est totalement absurde. Alors, même dans les statistiques récentes, ils s'en excusent. D'abord, ils disent qu'est-ce qu'une race, et on s'aperçoit qu'ils ne donnent aucune définition. Et puis, ils multiplient le nombre des races parce qu'ils se prennent les pieds dans le tapis, parce qu'effectivement, mettre les Chinois en même temps que les Hawaïens, ça n'a vraiment aucun sens. Et ils s'en justifient en disant eh bien, qu'il y a des études qui sont quand même intéressantes à faire pour les migrations, pour la santé. Alors, pour les migrations, et c'est là justement cette notion de classification revient. Une classification n'est pertinente que si elle a un objectif. Et que cet objectif a une relation causale avec la classification. Vous voyez, un jour, j'étais dans un congrès, il y avait quelqu'un qui est venu présenter lèpre et groupe sanguin. Il dit, qu'est-ce que c'est, quel rapport? Il est monté à la tribune et il dit, je suis désolé, j'avais envoyé mon résumé il y a 6 mois, je n'avais pas fait encore l'étude, je me suis aperçu que ça n'avait aucun rapport. Voilà, bon. Voilà, donc une classification doit avoir un objet, vous voyez, bon. Et si on veut faire un objet sur une classification sur les migrations aux États-Unis, c'est tout à fait intéressant, il suffit de demander où êtes-vous né, où sont nés vos parents. Et là, on a effectivement quelque chose d'indiscutable, de fiable, et on saura d'où viennent les gens. Par contre, si on dit les Noirs, on a remarqué qu'ils avaient plus de maladies, quelles maladies? Ah oui, l'obésité, la surcharge pondérale, le truc, le machin, la malbouffe. Mais alors là, on est en train de créer la race des pauvres. Hein, de la même façon que certains, dans notre paysage médiatique, disent que dans les prisons françaises, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Bah, il faut peut-être s'interroger pour connaître le niveau socio-économique des Noirs, entre guillemets, et des Arabes, entre guillemets, dans notre pays. Il ne faut pas tout mélanger. Donc c'est un petit peu un
un agitateur d'idées, ce livre, mais en même temps qui reste très rigoureux sur le plan scientifique. Il y a même de la génétique, mais qui est accessible à tout le monde. Oui, c'est vraiment accessible hein, pour peu qu'on a envie de réfléchir sur la question. Et alors moi, justement, c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque de l'élection de Barack Obama. C'est-à-dire que tout le monde disait que c'était le premier président noir. Or, effectivement, il est noir d'un point de vue des Blancs qui disent que dès qu'on n'est pas blanc, on est noir. Absolument, c'est une monstruosité. Et même moi, je me souviens d'avoir discuté avec un grand journaliste d'un grand journal du soir, mais il n'était absolument pas au point sur la question. Et généralement, ces gens s'en tirent en disant « Oui, mais vous savez, ce mot race, aux États-Unis, ça ne leur fait pas peur. » Vous voyez, comme si c'était un petit peu le blanc-seing, oui. Très bien. Bon, ben donc, je rappelle donc qu'il est sorti chez Edilivre. Et c'est vrai qu'il est vraiment d'actualité, malheureusement, puisque effectivement, la théorie des races revient un petit peu à la mode ces temps-ci, comme vous l'avez montré à travers un certain nombre d'exemples, que ce soit des publications, que ce soit des colloques en France et ailleurs. On va passer maintenant un petit peu à deux sujets de l'actualité que j'ai mentionnés en introduction. Tout d'abord, le premier voyage. Vous êtes parti donc, pendant une dizaine de jours, je crois. C'est votre peut-être 10e séjour, ou non, bien plus même 40e, 3 fois par an, 14 ans. Donc, non, effectivement, on a passé 10 jours à Gaza au début du mois de juin. Et là, la situation, j'ai jamais vu une situation pire. Depuis 14 ans que je vais à Gaza, en ce sens qu'il y a un étranglement économique là, qui est absolument catastrophique. Le passage par l'Égypte étant fermé, tout le commerce privé avec l'Égypte est bloqué. La reconstruction ne se fait pas. Il y a l'embargo sur le ciment et sur le fer qui est décrété par Israël. 70% de chômeurs. 70% de la population qui vit avec moins de $2 par jour. C'est une véritable catastrophe. Et c'est la première fois à Gaza, en 15 ans, en 14 ans, que j'ai vu des mendiants. Il y a des mendiants maintenant dans les rues à Gaza. Il y a une petite délinquance des jeunes qui commencent à s'installer. Et la situation est vraiment catastrophique. Les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés. Les infirmiers, les infirmières touchent 30-40% de leur salaire. Et tout ça avec, je dirais, avec des bouts de ficelle, c'est-à-dire avec des aides. La Banque mondiale a payé récemment le salaire des gens qui nettoient les hôpitaux, de ceux qui font les repas, mais ça va durer un temps. Ça n'est pas pérenne. L'absence d'importation par l'Égypte, ça veut dire aucune taxe sur les produits d'importation. Ces taxes permettent exactement de payer les fonctionnaires. Donc c'est 40 000 fonctionnaires qui sont extrêmement difficiles à rémunérer. Alors comme toujours, l'administration là-bas essaye de s'adapter. Donc ils ont levé des taxes sur toute une série de choses, sur ce qui passe par Israël. Les taxes sont prélevées par Israël, données à l'autorité palestinienne, et me dit-on, ces taxes ne sont plus reversées à Gaza. Donc, on fait des taxes locales, des taxes sur les assurances, sur les permis de conduire, sur les licences, sur les entreprises. Mais les entreprises, elles sont en train de se noyer. Donc, elles ont des moyens qui sont extrêmement limités. Donc, la situation est catastrophique. On voit mal ce qui peut se passer, car l'état d'esprit n'est pas celui d'une révolte locale, parce que les victimes, les Gazaouis, savent très bien que ce n'est pas l'administration locale qui est responsable de quoi que ce soit. Tout le monde est dans le même bateau et tout le monde souffre de la même manière. Donc, ceux qui, de l'extérieur, s'imaginent qu'il va y avoir un renversement du pouvoir. D'abord, le pouvoir, il est parti. Depuis que le gouvernement de coalition a été fait, les ministres sont rentrés chez eux. L'administration fonctionne. Elle fonctionne. En Belgique, il n'y avait pas eu de gouvernement pendant 1 an. La Belgique a continué à fonctionner. L'administration fonctionne, sauf qu'elle n'en a plus les moyens. Et là, c'est vraiment dramatique. Et au niveau des, comment dire, pour l'hôpital, et au niveau, suite à l'embargo, j'imagine qu'il y a quand même plein de médicaments et d'éléments dont vous disposez pas ou... Alors là, on ne peut pas dire ça parce que l'autorité palestinienne quand même étrangle Gaza jusqu'à un certain point, mais les dotations pour les hôpitaux continuent à arriver.
Et la plus grande partie de la santé à Gaza, ce qui est différent de la Cisjordanie, eh bien, se fait dans les hôpitaux publics. Donc les dotations arrivent, elles sont insuffisantes, et notamment tout ce qui est pièces détachées, produits d'urgence, chimiothérapie, tout ça qui venait par l'Égypte en 24 heures sur simple demande, maintenant tout ça c'est stoppé. Donc il y a des gens qui meurent aujourd'hui tous les jours de maladies chroniques ou de maladies de cancer. Il y a eu un excellent film qui a été fait et qui est passé sur, je crois, sur Canal+, sur le cancer du sein à Gaza, un film magnifique, qui n'est pas un film politique, qui n'est pas un film provocateur, mais qui montre bien, on en tire les conclusions. C'est les femmes qui ont un cancer du sein n'ont pas leur chance là-bas, par exemple. D'accord. Bon, on va parler de la flottille pour la liberté numéro 3. Quand vous étiez là-bas, est-ce que les gens en parlaient? Est-ce qu'ils avaient de l'espoir de toute façon ils savaient que l'armée israélienne allait stopper les navires, ou est-ce que pour eux ils s'en fichaient un peu? Ah non, ils s'en fichent pas du tout. Ils sont au contraire extrêmement attentifs à tout ce qui se passe, à toutes les initiatives, parce qu'ils savent très bien qu'une bonne partie de l'action qui peut être menée contre l'occupation et le blocus, eh bien ça se passe en Occident, en gros. Et donc tous ces mouvements d'opinion, ils font très bien la part des choses entre les opinions publiques et les dirigeants. Ils savent très bien qui est qui. Et donc ces initiatives, ils y tiennent absolument énormément. Ils suivent ça avec passion. Alors dire qu'il y avait un espoir... l'important, c'était pas tant l'espoir, l'important, c'est de le faire. L'important, c'est de continuer. Et je crois qu'il faut tirer son chapeau à ceux et celles qui prennent des risques considérables. On l'a vu, l'histoire du Mavi Marmara, c'est quand même une affaire qui a été dramatique. C'est une affaire qui est d'ailleurs en cours au niveau de la Cour pénale internationale. Même si le rejet pour un vrai procès par la procureure Fatou Bensouda à la fin de l'année dernière a déçu, il faut reconnaître que, indépendamment de la décision, il y a eu ce qui a été écrit sur la décision, et ce qui a été écrit est un énorme progrès. Fatou Bensouda a décrit: il existe des chances raisonnables de penser que des crimes relevant de la Cour pénale ont eu lieu. Bon, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire à la Cour pénale, on a écrit qu'il y avait eu des crimes de guerre. C'est écrit. Hein, bon. Donc c'est déjà un progrès considérable. Et puis elle a dit: je n'ai pas poursuivi parce que, eh bien, il n'y a eu qu'une seule fois. Sous-entendu, il faut qu'il y ait des crimes réguliers, que ça fasse partie d'une politique, etc. Tout ça est discutable. Ça n'empêche que ça a été acté. Les Comores ont fait appel. Les Comores, je précise, donc ça c'était parce qu'en fait le bateau battait pavillon comorien. Absolument, le bateau battait pavillon comorien, et les îles Comores font partie des 123 États qui ont adhéré à la Cour pénale internationale, donc c'est pas rien. Et donc les Comores ont fait appel, comme c'est le droit dans le statut de Rome, et cet appel va être jugé assez vite, hein, dans les mois qui viennent au maximum, par la chambre préliminaire, la chambre de première instance. Là il y aura un véritable jugement. Alors, est-ce que le siège qui a été la motivation de la flottille, qui est finalement à l'origine de ce drame, même si c'est les Israéliens qui ont perpétué le crime, est-ce que le siège sera intégré dans le jugement? Est-ce qu'il y aura des attendus concernant le siège? Car évidemment, le siège est un crime de guerre en soi, ça relève de la Cour pénale internationale. Mais il faut dire que jusqu'à une date récente, jamais personne n'avait saisi la Cour pénale internationale pour le crime de siège. Et ce n'est qu'il y a quelques mois que 450 plaintes individuelles de Gaza ont atterri au bureau des victimes au niveau de la Cour pénale internationale. Autrement dit, cet outil qu'est la Cour pénale, il faut continuer à s'en servir parce qu'on progresse. Il y a maintenant plusieurs procédures qui sont en cours contre Israël. Au niveau de la Cour pénale internationale, c'est quand même complètement nouveau, et ça crée une réaction d'hystérie du côté des gouvernants israéliens qui montre bien que l'enjeu est important. Oui, ils s'en inquiètent, quoi. Absolument, ils s'en inquiètent car la Cour pénale, c'est contre les dirigeants. Ce n'est pas Israël qui sera condamné à payer quelques dizaines de millions de dollars. C'est véritablement des mandats d'arrêt contre les commanditaires.
Et donc les dirigeants, on l'avait bien spécifié lors de notre précédente entrevue, les dirigeants israéliens peuvent être amenés devant la CPI, même si Israël n'est pas signataire de la CPI. Bien entendu, ça fait partie du statut de Rome, ça fait partie des fondamentaux. Et 123 pays, ça veut dire que s'il y a une condamnation, ce seront des dirigeants qui ne pourront pas circuler dans 123 pays sous peine d'être immédiatement arrêtés et envoyés à la haie. Donc c'est quand même pas rien. D'accord. Et alors, les internautes savent bien ce que c'est qu'un embargo. Qu'entend-on par siège au niveau, au niveau juridique, au niveau du droit international ? Là, il faudrait. Là, je peux pas répondre précisément à cette question, mais en tout cas, les victimes du siège, ces 450 plaintes, eh bien, ce sont des victimes qui ont une raison de se plaindre du siège. Ce peut être des gens qui n'ont pas pu être soignés parce que les médicaments n'étaient pas présents. Par exemple, la radiothérapie est interdite par Israël, ce qui est un véritable crime. Donc des malades peuvent se plaindre contre le siège. Il y a évidemment toutes les professions qui sont touchées par le siège. Et là, on peut dire qu'il n'y a pas pratiquement un Gazaoui qui ne soit pas une victime du siège. Et puis, il y a aussi les étudiants qui ne peuvent pas sortir pour aller travailler à l'étranger, qui ont perdu des bourses. Il y en a des dizaines de milliers. On me disait, quand j'y étais il y a quelques semaines, il y a 16 000 personnes qui sont en attente de l'autorisation de sortir par l'Égypte. Vous voyez, 16 000 personnes. Donc, retenir des gens de manière... La liberté de circuler, ça fait partie des droits fondamentaux, ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, l'absence de liberté de circuler, c'est un crime. Et ça fait partie des objectifs de la Cour pénale. D'accord. On avait parlé en préparant cet entretien de la plainte d'Abbas, Mahmoud Abbas. Elle n'a pas abouti ? Alors, il n'y a pas de plainte de Mahmoud Abbas. C'est justement là les choses qui ne sont pas dites très subtilement dans les médias. C'est-à-dire que la Palestine a adhéré. C'est une chose. Adhérer, c'est-à-dire je m'engage à coopérer. Bon. Coopérer, c'est quoi ? C'est accepter qu'il y ait des commissions d'enquête, et donner tous les éléments qui seront dominés par les enquêteurs. Ça fait partie des choses qui sont... Fatou Bensouda a fini par s'énerver. D'ailleurs, elle a eu des déclarations assez sèches dans la presse anglaise en disant ça fait des mois qu'on m'en parle et j'ai toujours rien à mettre sous la dent. Alors, au bout de 6 mois, effectivement, il y a eu un texte qui a été remis, dont je n'ai pas la teneur en détail, mais ce que j'en sais, c'est qu'il n'y a aucun élément juridique factuel. Or, les juristes, pour pouvoir engager une action, ils ont besoin de faits. Vous voyez, tout le monde sait que telle personne a été condamnée, elle avait tué 2000 personnes, mais en fait, c'est parce que en sortant dans la rue, il en a tué une supplémentaire, et là-dessus, on avait tous les éléments, et on a pu l'accrocher avec ça. Autrement dit, il faut du factuel. Et donc, le texte qui a été remis, et ça m'a été dit d'ailleurs par des membres du comité qui a été fait par décret par Mahmoud Abbas, un comité de 32 membres qui a travaillé dans des conditions absolument lamentables. Je vous le dis, je pourrais en donner des détails là-dessus. Un certain nombre de membres du comité n'ont absolument pas accès au texte, par exemple, qui a été remis à la Cour pénale. Ils ne l'ont pas lu, vous voyez. Donc, ce que j'en sais a posteriori, puisqu'il a été déposé, c'est que ce sont des textes tout à fait généraux et donc qui ne donnent absolument aucune nourriture à un juriste pour entamer une procédure. Et quand on voit l'autorité palestinienne, d'ailleurs, faire des grandes déclarations à l'occasion de cette remise de ce document, en disant, les petits gars, il faudra sans doute au moins 10 ans pour aboutir à quoi que ce soit. On se demande vraiment quelle est la légitimité pour le plaignant pour se préparer à une attente de 10 ans. Pourquoi 10 ans ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, on pourrait dire que c'est l'espérance de vie de Mahmoud Abbas ? Est-ce que c'est là-dessus que c'est basé l'autorité palestinienne ? C'est complètement absurde. Ils n'ont pas à anticiper de la réaction de la Cour pénale internationale et ils ont en droit le devoir de donner des faits, ce qu'ils ne font pas. Et on peut dire que leurs conseillers juridiques ou leurs avocats soit sont de mauvaise foi, soit sont incompétents. Alors, donc du coup, puisqu'on avait évoqué quand même trois plaintes différentes à la CPI, d'après vous, actuellement, au vu de ce qui est en train de se passer, laquelle ou lesquelles ont le plus de chances d'aboutir ?
Disons qu'il y en a une qui est en cours et qui est d'une amplitude plus importante, qui est celle qui est plus importante que l'affaire de la flottille. C'est la réactivation de la plainte du 25 juillet 2014. Cette plainte a été réactivée, je passe sur les détails juridiques, et donc c'est celle qui fait que Fatou Bensouda est aujourd'hui en train de faire un examen préliminaire des crimes qui ont été commis pendant l'été dernier. Bon. Mais c'est elle qui s'est auto-saisie d'une certaine façon. Ce n'est certainement pas, ce n'est ni l'adhésion de Mahmoud Abbas de la Palestine à la CPI, ni le rapport très général qui vient de remettre, qui constitue les outils juridiques qui ont mis en route l'examen préliminaire. L'examen préliminaire, il a commencé en janvier. Et Fatou Bensouda est très énervé parce qu'aucune des deux parties, ni Israël bien entendu, ni même l'autorité palestinienne, ne lui donne les éléments. Et donc, il est clair que le poste de procureur, qui est à l'entrée de la cour pénale, qui décide de faire étudier ou pas par le jury, par la cour elle-même, eh bien c'est un poste politique. Et s'il y a un appui politique important, si la Palestine ne serait-ce que déposait une plainte, la Palestine aujourd'hui n'a pas déposé plainte. Donc il n'y a aucun geste juridique fait par l'autorité palestinienne qui engage Fatou Bensouda à poursuivre. Donc c'est une femme qui est un peu seule contre tous. Et quelqu'un qui l'a rencontrée récemment me disait qu'elle avait la sensation d'avoir ouvert les portes de l'enfer, parce qu'effectivement, elle prend d'énormes risques, cette dame. Eh bien, Christophe Oberlin, merci pour tous ces éclairages. Est-ce qu'il y a peut-être un élément sur lequel vous voulez revenir, notamment donc, ces 32 personnes qui ont bossé à la demande de Mahmoud Abbas, mais sur des textes, on leur a même pas remis le texte Il y a un énorme problème de coordination. Moi, je me souviens, dans une histoire très ancienne, on m'avait dit, vous savez, trop de plaintes tuent les plaintes. Voyez. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de consensus pour créer des équipes qui se chargent du dossier palestinien. Il faut un consensus politique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des directives politiques. Ce n'est pas à tel ou tel avocat dans tel ou tel pays de recueillir 3 ou 4 plaintes et d'aller passer à la télévision ensuite, comme ça a été le cas, pour dire « je vais saisir la Cour pénale internationale ». Les avocats, les cabinets d'avocats ne sont que des techniciens, ce sont des courroies de transmission qui font un travail technique à partir des directives politiques et de dossiers qui ont été fournis par les politiques. Et les directives politiques ne peuvent venir que de l'autorité palestinienne ? Absolument pas. Elles peuvent venir du Hamas, du Fatah, d'un syndicat de pêcheurs. Mais il est clair que quand il y a un État qui a été reconnu à l'ONU, la force politique la plus puissante pour amener un dossier et le faire porter à la Cour pénale internationale, c'est la plus haute autorité de l'État. Et donc, c'est mettre le procureur dans une situation absolument intenable que d'instruire des affaires alors que la plus haute autorité de l'État s'en désintéresse. Oui. C'est vraiment ubuesque. Oui, c'est ça. Oui. Ok, et les Palestiniens en sont conscients de ça ou... Alors, je ne suis pas sûr qu'ils en soient totalement conscients parce que d'abord, en ce qui concerne Gaza, ils sont dans une situation économique et ils ont des problèmes quotidiens de survie à régler. Deuxièmement, la Cour pénale internationale, ça reste quand même vu des pays du Sud comme un outil occidental, mais là, ça correspond souvent à une méconnaissance parce qu'il la compare à l'Assemblée générale des Nations unies, ça n'a absolument rien à voir, c'est indépendant, et les pays les plus, je dirais, les plus meurtriers, les plus mortifères sur la planète, les grands pays comme les États-Unis, n'ont pas adhéré à la Cour pénale, n'ont rien à dire. Autrement dit, c'est au contraire un outil très très utile. Mais on voit manifestement qu'ils ont trop le nez dans le guidon pour être conscient qu'il y a là un levier très puissant à manœuvrer. D'accord. Eh bien, Christophe, merci beaucoup pour votre témoignage et à très bientôt. Merci Raphaël. À très bientôt.